Soleil, oh oh oh. Soleil, comment vas-tu? Voilà. Ça va, je suis en train de cramer, mais ça se passe bien, les carottes sont cuites. Oh, Tu es vert, Soleil. Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, tiens, un nouveau podcast en compagnie, devinez qui? L'endimanché du ciné. Salut. Qu'est-ce que c'est un podcast? Ah oui, pardon, bonjour. Oui, c'est un truc où tu parles dans le micro, voilà. Ah mais je suis pas très bavard, mais bonjour quand même. Alors après une petite parenthèse, rattrapage 2020 d'un film du DC Comics et tout, retour sur Netflix, et oui, avec un drame, un thriller espagnol qui est sorti le 25 mars dernier, donc c'est vraiment récent, au nom français de Chez moi. Ça tombe bien, cette période de confinement, un film qui s'appelle Chez moi. Et en espagnol, le titre c'est Hogar, qui veut dire foyer, voilà. Bravo, Réalisé, alors c'est marrant parce que c'est réalisé par un duo de frères, pas les frères Russo, non, les frères Pastor, Alex et David Pastor, donc. Et au casting, nous retrouvons des acteurs que personnellement, je ne sais pas si je les ai vus ailleurs, mais bon, il y a Javier Gutiérrez qui joue Javier, ça c'est drôle. On retrouve aussi Mario Casas qui joue Thomas, ou encore Bruna Cusi qui joue Lara, voilà, etc. Bon, des acteurs qui sont peut-être assez reconnus en Espagne, mais de mémoire, je sais pas si en tout cas, je les ai pas vus dans des Almodovar récents, par exemple, voilà. Et donc, un drame, un thriller psychologique espagnol assez, on va dire pas piqué des hannetons. On va faire un pitch assez rapide. Et à un moment, il y aura une version spoiler. On va être obligé de spoiler à mort dans ce film à un moment. Oui, c'est vrai, mais on peut peut-être faire abstraction. Ah oui. D'abord, de toute façon, pour l'instant, on va planter le décor. Alors, c'est l'histoire, en fait, de Javier, qui est un publicitaire au chômage, voilà. Hein, il est au chômage, ça fait 1 an qu'il galère parce que en gros il est has-been, il est old school et le monde de la publicité a évolué un petit peu sans lui qui a quand même qui a fait des bons spots de pub dans les années 90-2000. Là il propose ses idées mais bon en gros oui c'est pas assez prise de risque et tout. Et le monsieur on le sent très énervé, il n'arrive pas à trouver un boulot, il se sent rejeté par la société et à un moment à force de pas avoir de boulot, sa femme elle a beau trimer à côté, ils vont devoir malheureusement déménager et quitter leur ancien domicile, un appartement qu'il aimait beaucoup, qui était un signe extérieur de richesse, grosso modo. Ouais. Et à partir de là, le monsieur, donc Javier, va développer une sorte d'obsession envers cet appartement et envers cette vie d'avant qu'il est en train de perdre. Et il va basculer dans une sorte on sait pas trop. Il perd un peu pied, voilà, pour pas en dire plus. Lui qui a un enfant, donc un jeune enfant qui s'appelle Danny, une femme qui le méprise un peu, on le sent quand même. Et un beau jour, il va et un beau jour, il va décider d'espionner les nouveaux occupants de son ancien domicile et se rapprocher d'eux pour pouvoir se rapprocher de sa vie d'avant, tout simplement. Voilà, c'est un pitch assez rapide pour un film donc psychologique, clairement. Et qu'en as-tu pensé, Dimitri? Parce que j'ignore totalement ton avis dessus. Qu'as-tu pensé de ce Chez moi, Hogar? C'est un peu le vide intersidéral. C'est intéressant. C'est un petit peu plombant dans le propos à la base, mais le problème c'est que la manière d'arriver à une trame et à un dénouement, comme tu le dis, psychologique, c'est aussi un peu plombant. C'est-à-dire que tout est... je sais pas, c'est un film que j'ai pas apprécié spécialement. Je lui attribue bien des mérites, mais on y reviendra. Franchement, moi, ce qui m'embête surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des caractéristiques de personnages qui sont un petit peu interverties, c'est-à-dire que pour faire avancer le scénario et mener à bien la traversée de Paris. La traversée du désert, même, oui, là. C'est ça, oui, c'est davantage ça, De Gaulle. Non, voilà, c'est pas aussi raté que De Gaulle, quand même, mais franchement, c'est un film qui avait tout pour être vraiment excellent, et je ne comprends pas pourquoi, finalement, il s'empêtre dans des complications qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'exister. Le film a un montage calamiteux quand même, parce qu'il y a des passages où on ne comprend rien, mais alors c'est quand même pas croyable. Il faut au moins 20 minutes pour piger l'idée, alors que le film, on comprend quand même une fois qu'on a à peu près saisi la globalité du message initial, pourquoi on en est arrivé là. Le film n'arrive pas à nous prendre par la main, mais en même temps, on se demande même si une main est tendue, si même une proposition est concrètement c'est ça, c'est une proposition non proposée. C'est-à-dire que le film, il est quand même raté.
visuellement, c'est des bonnes idées, mais c'est un Ouais. film, voilà, c'est le genre de film trop démonstratif qui l'est pour rien. C'est particulier. En fait, il y a des emprunts dans ce métrage, si on veut. Il y a des références. Alors, en ce moment, je suis pas mal dans De Palma. Il y a un petit côté comme ça, mais surtout à côté Hitchcock, mais aussi David Fincher. On sent les hommages. Mais bon, ça fait un peu de téléfilm par moment, mais quand même. Enfin, il y a des moments aussi de brillance dans certains petits passages de mise en scène. C'est assez inégal là-dessus. Mais c'est surtout, en fait, c'est un film particulièrement, tu l'as dit, plombant à travers son personnage principal qui a alors zéro morale. C'est terrible. C'est quelqu'un qui a été détruit par la vie, je ne sais pas, mais le gars, il a été publicitaire, il a été au top. La chute lui a été fatale et en gros, il n'a plus une once d'humanité, hein, ce personnage. On fait pas un spoil en disant ça, on le voit très vite quand même. Vu comment il traite son fils, c'est terrible au début du film. Comment il traite son gamin, il va le faire courir jusqu'à le faire vomir pour pas qu'il devienne un raté comme lui, il pense l'être devenu. C'est quand même violent. Hein, et d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'insiste pas assez sur la relation père et fils. Ça aurait mérité. Sur la fin, on zappe ça. Quoique, il y a... C'est la meilleure relation du film, à mon avis. On dira en zone spoiler quand même, il y a un moment où ça revient et c'est assez terrible. Et la chute, la descente aux enfers, mais qui est déjà consommée dès le début du film, hein, et la traversée du désert moral du personnage principal, qui est à la fois passionnante et à des moments où ça traîne, on sait pas trop. Il est hyper machiavélique, le gars, il va te créer des stratagèmes, c'est totalement improbable, mais il a une énorme intelligence, hein. C'est un pervers narcissique. Le mec, c'est un pervers narcissique, tout simplement. Sa femme en fait les frais, son fils aussi, puis après, le couple qui habite l'appartement, voilà, il va se passer des trucs, on va en parler. Mais c'est terrible parce que c'est un film qui souffle le chaud et le froid. Il y a des moments quand même qui peuvent être brillants. Enfin, il y a des moments qui vont glacer le sang, et donc ce film réussit quand il te fait glacer le sang à un certain moment. Tu te dis oui. Puis il y a ce personnage du jardinier qui est limite encore plus immoral. On sait pas trop pourquoi il est mis là d'ailleurs. Ce personnage ne sert pas à grand chose en plus. C'est un rajout inutile. Ça servait à rien. Ça servait à rien de le rajouter. Il y avait déjà le personnage principal qui était bien dégueulasse. Pourquoi rajouter celui-là? Alors moi j'ai une théorie. J'ai une théorie, c'est pour montrer. C'est un film qui montre que dans toutes les classes sociales, l'humanité peut être horrible en fait, parce que tu vois ce que je veux dire. T'as le couple de Nanty qui a pris le nouvel appartement, voilà, avec le beau-fils, parce que c'est ça, le nouveau couple, le couple qui est dans l'appartement, c'est le beau-fils préféré qui a été placé là et tout. C'est des nouveaux riches, machin. Lui, c'est donc le personnage principal, c'est un ancien riche qui est en déchéance, et le jardinier, on voit qu'il veut se venger des riches, qu'il veut profiter. Alors c'est un film profondément noir sur l'humanité et sur le côté sociétal. Hein. Je sais pas si les frères Pastor sont pas un peu misanthropes, mais pour faire un film comme ça, il faut, il y a un petit truc. Il faut le vouloir, mais c'est vrai que pour le personnage du jardinier, comme tu le dis, c'est un surplus, et c'est aussi ça qui m'empêche d'apprécier le film, surtout dans sa deuxième partie, parce que voilà, c'est à partir vraiment au début, on s'intéresse pas du tout à ce personnage du jardinier, il est même complètement absent, hein, voilà. Mais à un moment, c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'il est encore, entre guillemets, il est pire que lui. Et à partir du moment où tu nous montres qu'un personnage, est pire que celui qui est principal, alors, ça peut vouloir dire, en effet, la morale aussi, ça peut être, ici c'était le jardinier qui l'avait rendu complètement taré, ça peut être aussi une hypothèse, s'ils se connaissent bien. Pourquoi pas? Ça peut aussi vouloir nous signifier, comme tu le disais un peu, que, finalement, la folie est un peu destinée à tout le monde, potentiellement. Mais ce qui est embêtant, c'est que finalement, on se détache totalement de ce qui est essentiel au film, parce que le film, pour moi, il aurait mérité à se concentrer davantage sur Javier, justement, le personnage principal. Et sa famille, aussi. Sa famille aussi, qui est complètement, elle est complètement éjectée. Hein. C'est un film tordu, clairement. Je l'ai noté à un moment, j'ai pris des petites notes comme ça pour plaisanter. Et tout. Quand je fais un podcast avec l'ami dans l'endimanché, je me permets des petites notes. C'est pas une impro cinécritique, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que j'ai noté à un moment, c'est tordu dans ses stratagèmes et dans le reste. D'ailleurs, peut-être que là... Ah non, avant de faire une zone spoiler quand même, j'ai remarqué que le personnage, donc l'acteur Javier Gutiérrez, ressemblerait à s'y méprendre. Toi, t'as trouvé 2 acteurs et moi 2 autres. Enfin, toi, t'as trouvé un peu Mark Hamill, tu m'as dit. Un petit peu, oui, gentiment. Moi, il ressemble aussi à Anthony Hopkins du Seigneur, pardon, pas le Seigneur. Le Silence des agneaux, c'est le même genre de psychopathe, presque. C'est pas tout à fait le même genre quand même. Et un petit peu à James McAvoy aussi pour la coiffure. Mais. Voilà, on n'est pas d'accord. Ouais, mais bon, c'est marrant parce que il avait la gueule. Il avait la gueule pour devenir un psychopathe, quoi. C'est un peu ça. Oui, d'accord.
alors bon. Et donc du coup, on va enchaîner sur les spoilers, parce que là, pour parler du stratagème et tout... oui, absolument, alors, absolument. attention, spoiler. Moi, quand je dis que le film, il est tordu, à la rigueur, bon, il a la nostalgie de son ancien appartement et de son ancienne vie, il veut y déloger. Alors, stratagème, déjà, il va rencontrer le mari qui est un ancien alcoolique, je crois, il se fait passer pour un faux alcoolique anonyme ou drogué anonyme, on sait plus trop, pour se rapprocher de lui, c'est un gros stratagème déjà, s'inventer une vie, etc. Après, il va même jusqu'à créer un accident dans un parking pour pouvoir prendre son portable, pour pouvoir après faire croire à sa femme que machin. Enfin, c'est du stratagème, vraiment. Le gars, il va quand même s'empiler dans un pilier. Il risque sa vie juste pour faire son stratagème. Et en fait, moi, quand je le trouve, j'ai dit que je le trouvais tordu, ce film. C'est que, non seulement il veut récupérer l'appart, mais se débarrasser de sa famille et prendre la place de l'époux, puisqu'il est tombé grosso modo amoureux de la femme, donc d'ailleurs, et ça c'est mal amené, je trouve. Hein. T'as une dichotomie d'ambition bizarre. Déjà, récupérer sa vie d'avant et son appart, oui. Puis d'un seul coup, il va être épris de cette femme et donc rejeter sa famille. Ça n'a aucun sens. Ça fait beaucoup, surtout. Le gars a perdu pied. Remarque, ça peut être une belle allégorie de la perte de pied totale. Là, c'est mais c'est aussi ça le problème, c'est que tu l'as dit dès le début, c'est que le personnage, le film commence et la perte d'humanité est déjà enclenchée, si tu veux. Ah oui. Et finalement, l'attachement au personnage n'en est que plus difficile parce que c'est pas un problème, il n'y a pas d'erreur à ce moment-là en se disant qu'on peut pas comprendre le personnage, c'est pas ça. C'est le but de ne pas comprendre le personnage et de pas savoir où il veut nous emmener. Ouais. Néanmoins, j'ai quand même envie de dire que, alors oui, il a plein de projets qui partent un peu dans tous les sens, il a des stratégies qui sont extrêmement alambiquées, c'est exact, mais la question finalement, c'est pas... Ce qui est embêtant, c'est que moi, la question que je me pose, c'est pas spécialement pourquoi t'es en train de chuter, tu vois ce que je veux dire, c'est comment. Et là, le film, finalement, se pose davantage la question pourquoi, et constamment, c'est-à-dire pourquoi il a chuté, on va faire des liens avec le passé, qui sont complètement biscornus, parce que on joue sur la psychologie du type pour essayer de nous faire croire même à un moment, ça, mais c'est-à-dire que, sa nouvelle femme pourrait potentiellement remplacer les précédentes, c'est ça l'idée, quoi. Ouais. Mais à un moment, ça devient presque un peu fouillé, il y a pas beaucoup de personnages, et je trouve déjà qu'il y en a trop. Mais trop, il y en a 2 fois trop, c'est dommage, parce que finalement, ça rejoint cette concentration au personnage principal, c'est qu'à un moment, si t'as trop de personnages, des fois, tu vas un peu le laisser sur le carreau. Après, tu parles quand même de téléfilm, c'est là-dessus que je le défends un peu, je trouve justement qu'il y a pas cet aspect-là trop spécialement, parce que film pas spécialement moral, mais en même temps ça rappelle un peu un film français que t'as pas vu, Chanson douce. C'est un peu la même idée. Dans le processus, c'est ça. J'aime pas spécialement Chanson douce, mais dans Chanson douce, c'est un mystère, c'est un point d'interrogation qui propose, si tu veux, des interprétations. En ayant des interprétations, mais pas la clé, de la solution pour connaître le dénouement du film, c'est quand même intelligent sur le papier. Alors qu'ici, je sais pas ce que t'en penses, mais finalement, le type, il est tellement irrécupérable, et il est tellement peu attachant à la base que, on peut pas en faire grand chose, quoi. Là, je peux comparer ce film à Joker, par exemple. Au moins, Joker, qui était dans la descente sociale et la traversée du désert moral et tout, au moins, il avait des souffrances et tout. Là, cet homme, c'est juste qu'il a perdu un boulot où il était, il a rien pour lui, quoi. Le mec, il a été riche, et maintenant il devient juste, ils sont même pas dans le besoin ultime, hein. Oui, c'est ça, ils sont pas sur la paille non plus, il a comme une femme, il a un enfant, tu vois. C'est une victime de la société, ce mec, c'est un gars qui arrive pas à accepter qu'il peut plus être riche, quoi. C'est horrible. Alors, évidemment, du coup, oui, je pense que tout est fait pour pas qu'on s'attache à lui, hein. C'est pour ça que le film est tombé. Oui, mais tu vois, à un moment, il y a des bonnes scènes, par exemple, où le personnage, carrément, il reste dans sa voiture pendant quelques secondes. C'est intelligent à ce moment-là dans le montage, parce que le montage en soi dans le film, je trouve qu'il est un peu, comme je vous l'ai dit, il est un peu catastrophique à mon sens, mais au moins ici, c'est assez bien géré, parce que finalement, on pourrait croire qu'il est, on n'a même pas besoin, de se poser la question, est-ce qu'il vient d'arriver, ou est-ce qu'il il vient juste d'arriver, ou est-ce qu'il est pas encore parti, tu vois ce que je veux dire? Parce que la question, après, on le voit sortir de sa voiture, donc on en déduit qu'il vient d'arriver sur son lieu de travail, à peu de choses près. Mais finalement, le trajet en soi, il est complètement alambiqué, volontairement pour nous perdre. Mais en même temps, la question quand même, moi, qui m'interpelle, et c'est un peu là-dessus que je te rejoins,
enfin là où t'en as un peu parlé tout à l'heure, c'est que finalement la question qui est sans cesse, qu'on peut tout sans cesse se poser si tu veux avec ce film, c'est finalement voilà par rapport à la folie, tu peux te poser plein de questions si tu veux, mais à un moment la folie c'est un peu une excuse pour permettre au film d'avancer quoi, tu vois, c'est un peu voilà, le film se veut un peu parfois super imprévisible, mais c'est juste parce qu'à un moment à mon avis le personnage c'est plus très crédible. À un moment, il se retrouve avec une star, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Ah oui, c'est pour amadouer la petite, hein, oui, bon. Mais tu vois, et puis c'est un peu facile comme stratagème. Franchement, tous les personnages autour de lui sont complètement abrutis, quoi. Enfin, quand même, c'est un peu ça, facile, quoi. C'est un petit peu ça. C'est tellement too much que bon, hein. D'ailleurs, il va jusqu'à tuer avec une boîte, avec une bombe lacrymo, avec du poivre parce qu'il est allergique, je sais pas quoi. Enfin, le gars, il sait tout, quoi. Il a des listes sur tout. D'ailleurs, on le voit sur son ordinateur à un moment. Il va au bout de son truc. Et puis alors, il y a un truc quand même la fin, terrible. Parce que la fin, bon, son ex-femme revient le voir. Et il dit, bon, je sais ce que t'as fait, je vais tout avouer. Bon, voilà, et tout. Et là, lui qui est devenu nouveau riche, il a pris la place de l'autre, même dans son boulot, hein. Il va lui dire, ah ouais, tu fais ça? Bah, je vais couper les vivres à toi et à ton fils. Il a même renié son gamin. C'est ça. Il s'est fait une nouvelle famille. Le gars, il a totalement pété les plombs. C'est vraiment. Il y a aussi un film qui s'appelle American Psycho, aussi adapté d'un roman avec Christian Bale d'ailleurs dans le rôle d'origine, dans le rôle principal. Pareil, un gars qui a pété les plombs avec la société, quoi. C'est un film antisocial profond. Et il y a quand même des idées de mise en scène qui sont, comme je te disais, assez fortes. Par exemple, je sais pas si t'as remarqué, mais la fin du film, extraordinaire. À toute fin. La toute dernière scène, c'est génial, c'est ça qui est terrible. La fin, donc il a la vie parfaite. D'ailleurs, on se dit, il n'y a pas de morale. Hein. Il a gagné, le gars. La fin, c'est comme un spot publicitaire. C'est au-delà du réel. D'ailleurs, le film commence sur un spot publicitaire et finit sur la réalité en spot publicitaire. Vie parfaite. Là, voilà, il y a tout qui est parfait, mais non, en fait, il y a un robinet qui fuit. Ça veut dire que même quand tout est parfait, il y aura toujours quelque chose qui va clocher. Et j'adore cette allégorie, l'allégorie du robinet qui fuit à la fin. On le voit se retourner avec un œil. On sent qu'il va dégommer le robinet derrière, mais c'est énorme. Il y a quelque chose de fort dans le début et la fin, si tu prends que le début et la fin. Mais voilà, au milieu, en fait, le film a peut-être 15-30 minutes de trop, en mode, tiens, on va rajouter ce stratagème, ce personnage et tout. Il a voulu trop se prendre la tête, ce film. C'est dommage. C'est ça, exactement, absolument. Et c'est dommage parce que il y a des très bonnes propositions là-dedans. L'acteur, donc Javier Gutiérrez, est brillant, je trouve. Voilà, il en fait pas des tonnes. C'est pas le psychopathe qui va péter les plombs dans tous les sens, au contraire, il est très calme. Pas toujours assez dans sa folie. Justement, c'est pour montrer sa normalité, c'est qu'il est fou. Oui. Peut-être que par moment aura une petite nuance supplémentaire. Non, c'est un fou, c'est pas un vrai fou, c'est un fou intelligent. C'est à l'image de Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. C'est ça, c'est un gars qui fait des choses horribles, mais qui va garder ce côté classe et détaché, justement pour pas qu'on puisse deviner ses dessins. Je vois l'idée, mais si tu veux, pour moi, il devrait justement, pour développer cet aspect-là, il pourrait y avoir des signes, tu vois, même très discrets, en tout cas que j'aurais pas repéré là. Il y en a un qui moment. laisse sous-entendre qu'il est un peu taré, quoi. Bah mais oui. Ce que je veux dire, que finalement, ça, son corps, le trahisse, tu vois, c'est ce qui arrive jamais, quoi. Il y a un moment, c'est quand il va voir Thomas à son boulot, avant l'acte final. Oui. Où il dit je t'ai vu Thomas, et Thomas le frappe et avec sa bouche en sang, ça y est, là il a le rictus du psychopathe, là on sent qu'il a aimé. C'est vrai, mais bon, ça manque un peu de cette scène quand même, et quand il le tue, quand il l'achève au sol en lui disant tu ne les mérites pas, c'est quand même fort qu'il dise ça alors que il les mérite pas plus. Il est déconnecté de la réalité, c'est un personnage déconnecté de la réalité. Et je pense que l'allégorie de la publicité où c'est inventé plein de monde en créant des spots publicitaires, je pense qu'il est sorti de la réalité tout simplement. C'est ça. Mais si tu veux, le truc c'est ça, c'est-à-dire que ça rend le film parfois un peu facile, c'est-à-dire que finalement on s'arrange pour que grosso modo, alors oui c'est un fou intelligent, mais que parfois il ait conscience de la réalité, si tu veux, donc finalement il réagit un peu comme nous qui ne sommes pas fous, en tout cas pas encore, mais en même temps parfois il s'en détourne parce que finalement c'est aussi la force finalement et la caractéristique principale du personnage de ne pas y être intégré. Et d'ailleurs il y a une scène qui le caractérise excellemment bien, c'est qu'à un moment il y a le gars quand même qui déménage, ils sont obligés d'aller dans un endroit un peu plus modeste. Alors lui évidemment on sent qu'il va péter un plomb, enfin c'est déjà le cas, il a pété un boulard depuis un moment, et il regarde par sa fenêtre et puis tu vois des buildings, tu vois, alors tu dis ah ouais trop bien, finalement il est toujours dans il appartient toujours à
En tout cas, il a les moyens et il a bien investi pour son appart malgré tout. Et finalement, non, c'est encore un spot publicitaire. C'est-à-dire que finalement, c'est la réalité qui revient à lui, mais c'est pas toujours très fin, pas aussi fin que cette scène-là en question, peut-être. Là, c'est les scènes de référence qu'on cite, mais il y en a aussi des très maladroites et qui sont pas au niveau de celle-ci, hein, je trouve. Hein, ouais, c'est vrai. Bon, je pense qu'on peut mettre fin à la zone spoiler, à moins que t'aies... Ah oui, voilà. Alors, fin de la zone spoiler et tout, voilà. Ah oui, alors du coup, bah, tu vois, on parle de la mise en scène quand même. Bon, quand j'ai dit téléfilm, je voulais pas dire ça, en fait. Il y a des moments qui font très cinéma quand même. Bon, il y a des plans. Il y a des idées de plans, de mise en scène, par exemple, le jeu sur le flou et sur quand il se regarde souvent à travers la vitre, un effet miroir. Est-ce que c'est vraiment lui, tu vois? Et puis il y a la pluie dehors. Et puis à un moment, il y a une scène qui est assez immense avant l'acte final, ou avant que tout se renverse entre guillemets. Et ben la caméra se renverse. J'ai bien aimé ce passage. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, non, mais je vois très bien. Donc il y a des belles idées de mise en scène. Hein, les frères Pastor ont bien joué leur truc quand même. Donc c'est un film. C'est pas mal, ouais. C'est un film qui a quand même sur la forme est bien fait. Sur le fond, il y a des idées. Il y a une fin qui est intéressante quand même. Mais est-ce que le film finalement n'est pas dépassé par la folie de son personnage aussi? Mais peut-être que c'est volontaire. C'est ça qui est terrible, c'est que peut-être que ils ont voulu la jouer comme ça, mais ils auraient dû simplifier. Dans un film où alors, évidemment le personnage est très intelligent, tout ça, ils ont voulu rendre le tout peut-être un peu trop intelligent, mais c'est peut-être dommage. Mais c'est peut-être le genre de film au second visionnage qui serait intéressant aussi parce que c'est ça, voilà, c'est un film intelligent qui prend pas le spectateur pour un imbécile, hein, au moins c'est déjà ça. Non, mais le film est honnête avec ce qu'il propose. Hein. Il essaie quand même il essaie de proposer. Après, voilà, pour moi, ça reste quand même, ça reste un peu raté, hein, quand même. Mais si tu veux, oui, mais j'en connais qu'il y a de très bons moments. On est d'accord sur les grands moments du film. Ouais. Après, si tu veux, c'est quelques bons moments assemblés, d'accord. Mais ce qui est embêtant, c'est voilà, ce qu'il faut ressentir à chaque fois en soi quand on finit un film, c'est finalement quelle est pour donner un avis, une conclusion, voilà, quelque chose de plus global, de plus généraliste. Finalement, c'est quel est le ressenti? Le ressenti, malheureusement, c'est quand même plutôt du négatif, parce qu'en ayant conscience de ce que le film était capable de faire, je suis encore plus vraiment déçu de ce qu'il a quand même un peu planté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu inégal, quoi. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu dommage. Bon, après, pour moi, il est allé au bout de son truc, le propos, mais c'est juste dans la construction, ou voilà. Du coup, mais paradoxalement, je préfère la première partie, je trouve que la première partie tient la route, et bon, j'aime moins la deuxième, hein, pour le coup, même beaucoup moins, mais bon, c'est aussi marrant. Je trouve que c'est quand même un film atypique, parce que, en général, quand même, les films, je sais pas ce que t'en penses, mais en général, on préfère tout, enfin, on préfère pas toujours, mais de manière générale, je le répète, on préfère souvent les deuxièmes actes au premier. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. En général, ben là, moi, c'est surtout au milieu, il y a un ventre mou, là, l'histoire des alcooliques anonymes, ça dure un peu pour rien, ça aussi, mais bon. C'est plutôt en première partie. Enfin, oui, c'est milieu, c'est au début de la deuxième, fin de la première. Mais voilà, donc du coup, quelle serait ta note sur 10 et ton jugement Captain Watch, où je te défie d'ailleurs. Tu l'as compris. Ah oui, on va se défier. Bah écoute, je vais mettre 4 sur 10, ça paraît un peu dur, 4, mais bon, j'ai pas... c'est pas... Ouais, je comprends. On peut quand même lui... Voilà, non mais je vais essayer en même temps un peu de le défendre, parce que 4 sur 10, c'est pas non plus une catastrophe, hein. Quand même, en point positif... C'est pas une 4 astrophe, c'est pas drôle. Allez, vas-y, excuse-moi. Non mais... Elle est bien, mais si tu veux, c'est pas un four non plus, hein. Non. Mais... je fais ce que je peux. Four, bravo. Pas mal, hein. Mais voilà, non, quand même, la principale qualité du film, quand même, parce que j'ai envie d'être positif malgré tout un petit peu, c'est que les acteurs, c'est vrai, on s'est pas trop attardé dessus, mais ils sont tous très bons, voilà. Après, ils sont pas spécialement dans le meilleur film de tous les temps, c'est même loin s'en faut. Mais franchement, j'aurais plaisir malgré tout à le revoir parce que c'est un film qui a de bons passages, tout simplement. Ouais, bah écoute, grosso modo, je suis plus ou moins d'accord avec toi, hein, au final. Mais comme moi j'aime bien ces histoires, de psychopathes, hein, quelque part, j'aime bien quand le personnage principal. Quand même, hein, j'aime les psychopathes. Ah ouais, mais j'aime bien les personnages principaux un peu méchants. Voilà. Ça méritera un jour une vidéo, tiens, sur les méchants, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ah oui, tiens. Et du coup, je mettrais, 6 sur 10, c'est honnête, hein. J'aurais pu monter à 7 s'il y avait quand même pas tous ces trucs compliqués, ce ventre mou au milieu. À revoir, c'est intéressant, ce genre de film à analyser, en mettre en parallèle avec d'autres métrages, avec Seven, quand je pense à Seven de David Fincher aussi. D'accord, voilà, meurtrier très antisocial et tout. Donc j'aime bien ce genre de film quand même, c'est une bonne proposition des frères Pastor et un bon film Netflix, ma foi.
on a été content de découvrir. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, bon, j'ai pas aimé le film spécialement, on l'a compris, mais au moins il y a un... Quand on commence le film, voilà, les 10 premières minutes, on sent que la proposition nous développe en nous finalement une sorte d'attente. Ouais. Là où je veux pas être méchant, mais la plupart des films comme Netflix qu'on a vu jusque-là, bon, à part la plateforme et Lost Girl, en gros, Girls. Ouais. Alors, en général, au bout de 10 minutes, je vais pas dire que c'est plié, mais tu sens, voilà, c'est un peu prévisible, mais tu sens que on part sur quelque chose de très plan-plan. Enfin, je veux pas, voilà, j'ai rien à dire contre la plateforme, il y a de bons points, on peut en voir d'anciens films, mais bon, voilà, les propres films proposés, parfois, sont un petit peu ternes, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Sans relief, plutôt, voilà, c'est un peu ça. Alors ici, il y a quand même une dynamique, il y a des impulsions, malgré. Voilà, là il y a une bonne carte qui n'est pas la carte du plat pays, mais avec quelques petites montagnes. Des références aux équipes de vélo comme Movistar, Star Wars, enfin bravo quoi. Movistar, en fait, qui est une marque de téléphone, hein, je crois, en Espagne. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Donc vive Valverde, vive Enric Mas. Et nous on n'était pas à la masse dans ce podcast, je crois. Et vive aussi Star Wars, une petite référence à Star Wars. Ah oui, c'est vrai, oui, avec Palpatine qu'on suit tout du long, ça. Palpatine, qui est devenu chauve, hein, qui s'est fait des cheveux. Ah bah oui, on le retrouvera dans Star Wars 10, rassurez-vous. Le clone du clone du clone, voilà, bon, allez. Voilà. Eh ben écoute, merci. Dans la ligne du clone. Merci Dimitri pour ce grand moment une nouvelle fois, voilà. Oui. On vous conseille de voir ce film quand même, hein. Voilà, profitez de votre confinement, puisque tant qu'à être chez soi, regardez chez moi, et venez chez nous. Non, restez chez vous pour regarder chez moi. C'est compliqué. Attention, tout le monde a débarqué chez toi. Oh mince, non, regardez chez vous, chez moi. Non, chez moi, chez vous. Oh, c'est perdu, c'est pas grave. Il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.